Bienvenue ce soir pour un nouveau café préhistoire au musée de l'Orignacien. On vous remercie encore pour votre présence à ces cafés préhistoire que l'on organise quasiment une fois par mois au musée de l'Orignacien en accueillant une chercheuse ou un chercheur qui vient nous parler de l'actualité de la recherche scientifique et notamment surtout sur l'archéologie et la préhistoire. Ce soir, le musée de l'Orignacien a l'immense plaisir d'accueillir Maria Rema Chacón, chercheuse à l'Institut de paléoécologie humaine et évolution sociale, et également chercheuse associée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Rema est préhistorienne, spécialiste en technologie lithique du paléolithique moyen dans le sud-ouest de l'Europe. Et depuis 2009, Rema travaille également sur les comportements techniques en Afrique du Nord pendant le Middle Stone Age. Participant à de nombreux programmes de recherche et de nombreuses fouilles archéologiques, Rema est également auteur de nombreux articles scientifiques et à destination du grand public. Ce soir, Rema vient nous présenter la vie des Néandertaliens au-delà des Pyrénées, notamment en nous présentant plus de 40 ans de recherche sur un site emblématique du paléolithique moyen, l'Abri Romani. Ce site délivre une puissance stratigraphique assez impressionnante et nous livre des témoignages et des traces de l'homme de Néandertal assez spectaculaires. À la suite de ces conférences, comme à l'accoutumée, un temps de convivialité vous sera proposé avec notre invité de ce soir. Et puis vous pourrez vous restaurer aux abords du musée pour enchaîner avec les équipes du musée par un concert à partir de 21h sur notre terrasse. Mais je m'efface dès à présent et je vous laisse donc en présence de notre conférencière et vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci Sébastien, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation, je crois que c'était le mois de juillet dernier. On se connaît depuis des années quand Sébastien il était étudiant, même il a bien participé à la fouille de site que je vais vous présenter et que c'est comme mon petit enfant. Je travaille là-bas depuis cette année, c'est le 29 oui, 29 années de travail. Et donc, merci beaucoup à tout le monde présent. J'espère que je vais essayer de parler très doucement. Je demande pardon pour mes erreurs de français, mais n'hésitez pas à me demander des questions à la fin de la conférence. Donc, on va parler de... attends. Ah oui, d'accord. Bah, les mots Néandertal... les dernières 15-20 années, il est en train de changer beaucoup, surtout parce que la somme des répartitions, chaque fois, s'élargit plus, même ici, j'aurais dû mettre plus de couleur gris foncé vers toute la partie des pays du Nord et même vers la Mongolie, et même vers la Chine. Donc, en espèce qu'il a été vraiment restreinte à notre sud-ouest de l'Europe, chaque jour, on est en train de découvrir plus de sites et les témoignages de que les groupes de Néandertaliens ils sont occupés beaucoup plus d'espace qu'on pensait et que ce n'est pas seulement une espèce restreinte à cette partie de l'Europe. Mais aujourd'hui, on va faire un petit voyage, je vais faire une petite introduction sur les sites, ou sur les principales idées sur les Néandertaliens à la péninsule ibérique. Où, jusqu'à certaines, les dernières années, on avait une prédominance des sites, surtout abris-sur-roche, des grottes à la périphérique de la péninsule ibérique. On avait certains sites juste au milieu, mais ils sont proposés différentes causes sur pourquoi on ne trouvait pas des sites néandertaliens dans les gros plateaux qui divisent la péninsule ibérique. C'est vrai que maintenant, on doit ajouter pas mal de points de plus. Il y a différents travaux en cours. Et on est en train de voir que les Néandertaliens, ils étaient aussi en train d'occuper des autres lieux de la péninsule ibérique. Bien sûr, encore continue cette idée de son refuge de la péninsule ibérique, même si on a des témoignages aussi des sites très récents, avec des datations similaires environ 28 000 ans aussi à l'Europe de l'Est. Mais heureusement, même si les Néandertaliens sont des espèces plus anciennes qu'on connaît, chaque jour on a des nouvelles données qui nous font sauter et apporter plus de données.
Ici, vous savez quelques photos des sites, et comme je vous disais, aussi en plein air à la péninsule ibérique, mais aussi quelques des sites qui sont des restes humains. C'est vrai que normalement, les restes humains des Néandertaliens dans des sites de la péninsule ibérique, c'est très fragmentaire. Estep, la grotte du Cidron, au nord de l'Espagne, où il y a 13 individus. Mais c'est vrai que, comme toujours, même si c'est le fétiche de tous les sites archéologiques, reste encore fragmentaire les restes des Néandertaliens dans la péninsule ibérique. Mais on va se focaliser surtout à cette zone juste de l'autre côté des Pyrénées, un peu les limites de la Catalogne. Mais surtout, on va faire un voyage au site de la Brique Romanie. Comme je vous disais, c'est un des sites avec un des plus longues séquences stratigraphiques et d'occupation des Néandertaliens à la péninsule ibérique, mais aussi dans l'Europe. Et je vais vous expliquer un peu dans l'historique comme les principaux résultats et pourquoi ce site, c'est un site spécial, vous comprendrez. Et surtout pourquoi on a dû s'adapter à même les méthodes de travail au site. Le site, ce sera un voyage rapide parce qu'on a fouillé 18 niveaux archéologiques. Donc, on va faire un voyage rapide avec les principaux résultats qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, au nord-est de la péninsule ibérique, dans la ville de Capellades, c'est tout un plateau de touffes volcaniques. Donc, la Brique Romanie, il est juste au village. Mais dans cette falaise de travertin qui s'appelle la Cingrera del Capelló d'1,5 km, on a plus de sites comme je vous montrerai après. Donc c'est une zone en étroit naturel qui connecte la dépression de l'Èbre avec la mer. On est juste à 40 km en ligne droite de la mer Méditerranée, mais on n'a pas aucun témoignage de l'exploitation des ressources marines par les Néandertaliens. En tenant en compte que les Néandertaliens sont des chasseurs-cueilleurs et que 40 km rentrent dans les territoires qu'ils pouvaient parcourir en 2 journées de mouvement aussi pour chercher des matières premières ou des autres ressources. Donc c'est vrai que cet emplacement, cette localisation stratégique, c'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'on a des occupations des Néandertaliens qu'on sache jusqu'à maintenant datées pendant 70 000 ans. On a tout type de carrefours de différents écosystèmes qui permettaient d'avoir tous les types de ressources. Et je vous montrerai même, ça c'est une reconstruction de cette partie de la falaise. L'abri se situe ici. L'eau, tant de la rivière, que maintenant, comme vous voyez, il est très petit. Ici, la rivière Anoia, elle était plus haut, mais aussi toutes les urgences naturelles. C'est la clé de ce site et de son formation, mais pas seulement de la formation de toute la stratigraphie, de la séquence sédimentaire, sinon aussi de la conservation des restes archéologiques, incluant des restes archéologiques qui normalement ça ne se conserve pas dans des autres sites archéologiques de n'importe quelle chronologie. Comme je vous disais, merci à la personne qui a découvert la Brique Romanie. Et dans toute la zone de la falaise, on a différents sites archéologiques appartenant à différents moments, même jusqu'à le Moyen-Âge. On a intervenu la plus grande partie. Et surtout, on s'est focalisé depuis les dernières années, parce que normalement, c'est des petits témoignages qui restaient, parce qu'il y avait beaucoup d'activités anthropiques. C'est une zone, Capellades, il est connu historiquement pour la fabrication du papier. Pendant la finale début de l'âge moderne, à partir de 1700, c'est là-bas où se fabriquaient les papiers pour toutes les monarchies de l'Europe. Même aujourd'hui, en même temps que vous pouvez visiter les sites, et comme je vous montrerai après, et tout ça, encore, il est vivant toute l'activité de la fabrication du papier avec les systèmes anciens. Donc, on a le site principal depuis le début du projet, c'était la Brique Romanie, mais en même temps, on a fouillé des autres sites appartenant au Paléolithique supérieur et Mésolithique en rouge. Et aussi, maintenant, en même temps, on est en train de fouiller l'abri de la consacration, qui sera
c'est équivalent à la fin des Néandertaliens et les premiers Homo sapiens dans la zone. Mais comme vous voyez, pour le moment, on n'est qu'à un petit sondage. Ce n'est pas des longues fouilles, depuis le 2015 déjà, comme on verra pour la brique romanie. Donc, je vous invite à tous, si vous voulez, maintenant, depuis quelques mois, c'est ouvert le parc préhistorique des Capellades. On peut visiter pas seulement les sites, aussi tous les itinéraires d'un kilomètre et demi avec les différents sites déjà travaillés et différents points de patrimoine historique et aussi archéologique et aussi naturel. Mais on va commencer vraiment avec l'histoire de la brique romanie. La brique romanie, c'est un des premiers sites travaillé et fouillé en Espagne. C'est avec Empúries, un site romain, le premier site travaillé en Catalogne. Amador Romani, c'était un homme d'affaires propriétaire d'un moulin à papier et amateur naturaliste. Et c'est lui qui va faire la découverte de tous les sites. Je crois que les 98% des sites qu'on connaît dans la falaise des Capellades. Mais va être la brique romanie où lequel il va travailler de 1909 à 1915 avec seulement deux ouvriers. Il va faire un travail incroyable. Il est en contact avec différents chercheurs un peu partout dans le monde, surtout en France. Et il avait trouvé quelques fossiles. Il va se mettre à fond à faire un puits dans les sites, comme vous pouvez voir. Et vous verrez après comment on descend, nous, les travertins et la touffe aujourd'hui. Ils ont fait un puits de 20 mètres où il a identifié, de 17 mètres, il a identifié 20 niveaux archéologiques. Et encore, on suit cette puits, nous, pour fouiller une extension. Je vous montrerai même la photo des niveaux qu'on va entamer cette année. Et encore, il nous avait dit que le niveau S, il était à 1,20 m du niveau R. Et on a trouvé le niveau S à 1,20 m du niveau R. Vraiment, il a fait un travail incroyable. C'est tout dans ce livre que des chercheurs, des collègues du village, ils ont récupéré tout ce travail. Même s'il y a pas mal de matériaux qu'on a perdu un peu, parce qu'il avait envoyé un peu de matériaux à droite et à gauche à des spécialistes pour donner son avis. Et malheureusement, surtout en enterrement de l'Aurignancien qu'il avait, on n'a pas trouvé depuis des années, on ne sait pas exactement où il était. Mais vraiment, son travail, même aujourd'hui, on continue à utiliser toutes ces données qu'il avait obtenues les peu d'années qu'il a pu travailler, parce qu'il est mort très, très jeune. Ça ne sera pas que dans les années 50 que le professeur Henri Dedun et le professeur Georges Laplace avec le professeur Sergi Ripoll de l'Université de Barcelone, autonome de Barcelone, ils vont faire des travaux. Donc ils vont profiter la tranchée qu'il avait fait les puits à Amador Romani. Ils vont faire deux tranchées de plus au site. Ça, c'est environ 300 mètres carrés pour que vous fassiez une idée. Et ils sont arrivés à un tombé de blocs énorme, qui ça correspond, comme je vous montrerai après, au niveau J. Ils se sont dit, le site c'est fini, ils sont associés à Moustériano Denticulé, et ils sont donnés, pour finir le projet, ils sont bougés à travailler dans des autres sites. Mais ça sera l'année 83 que Arthur Cebrià, Raphaël More et Eudald Carbonell, ils ont repris le travail. Et on n'a pas arrêté, ils sont quelques années plus que moi, on n'a pas arrêté les projets de recherche et de fouilles dans les sites. Première sur la direction de l'Université de Barcelone, après l'Université de Tarragone et maintenant notre centre de recherche. Même l'année 2022, on a célébré les 40 ans. Et même le Covid, il ne nous a pas arrêtés, donc les fouilles systématiques ininterrompues depuis cette année-là. Mais ils sont arrivés, ils savaient très clair que le site était un site spécial, surtout pour la conservation de certains restes archéologiques, comme c'était les foyers et les bois, comme je vous montrerai après. On est dans ces années de changement dans la méthodologie de l'archéologie, et surtout influencé pour la nouvelle archéologie et la façon de voir, ça nous intéresse chaque objet,
chaque objet c'est important qu'on trouve, mais le truc qu'on veut, c'est reconstruire la vie des Néandertaliens, avoir des instantanés de chaque moment d'occupation de la vie néandertalienne. Donc, heureusement, on avait déjà les sondages d'Amador Romani, donc on ne devait pas faire un sondage pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, même si Amador Romani n'avait pas arrivé à la base, à la fin de la séquence de l'abri. Donc, ils ont dit, si on fait plus de sondages, finalement, on aura des informations un peu partielles, parce que si on tombe, toujours j'ai mis cet exemple avec des bâtiments d'aujourd'hui, si on tombe que sur la salle de bain, on saura qu'est-ce qu'ils font pendant 17 niveaux d'occupation dans la salle de bain. Si on tombe dans la cuisine, on saura qu'est-ce qu'ils font dans la cuisine. Mais en sachant que ce site, il avait de très bonnes conservations de restes, et même si tout le monde a dit que c'était complètement fou de fouiller 300 mètres carrés, et ils ont décidé de, non, on va fouiller chaque niveau dans toute la surface, suivant le paléorelief, dans toute la surface occupée de l'abri. Parce que c'est ça qui nous intéressait, avoir toute la carte de toute la maison néandertale. Pas seulement en partie, sinon toute la maison néandertale. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à fouiller, ça dépend des niveaux, et même maintenant on a élargi des surfaces, on a vu des surfaces, parce que vous verrez après un peu l'évolution de la fouille. Et ça dépend, il y a des niveaux qui sont 200 mètres carrés, des autres qui sont 300, des autres qui sont plus de 300. Avec l'importance, comme je vous disais, tous les objets sont étudiés, mais l'important c'est la reconstruction paléographique de cette vie, essayer de chiffrer les palimpsestes de ces occupations, car, comme vous verrez, la conservation des restes et le niveau de haute résolution des restes nous le permettent. Donc on va tester et on va voir qu'est-ce qu'il passe. Toujours, bien sûr, avec une recherche interdisciplinaire. Donc ça continue pareil, avec les nouvelles équipes de recherche et de direction depuis quelques années à la fouille. Donc la base, comme je vous disais, chaque objet, et c'est important, chaque objet, il est étudié par ces disciplines. Après, je vous montrerai les résultats de l'industrie lithique, de la faune, de tous les restes paléo-végétaux qu'il y en a. Mais l'idée, c'est savoir qu'est-ce qui passe à niveau spatio-temporel. Ça veut dire comment ça formé cet assemblage. Normalement, on trouve un paquet avec beaucoup de restes, mais est-ce qu'on peut arriver à diviser tous ces petits moments, événements d'activité? Donc, en comparant, première, les études de chaque type de matériel, chaque objet, en travaillant beaucoup avec l'archéologie spatiale, en coordonnant tous les restes, mais après 1 centimètre, on coordonne tous les restes, et aussi les choses plus petites, ça va au tamisage et au lavage. Donc, on récupère tout, que ce soit un reste archéologique. Bien sûr, comme vous verrez, on a certains éléments clés qui nous ont permis aussi de pouvoir parler de la structuration de l'espace, des zones d'activité, et utilisant aussi beaucoup les exemples ethnographiques pour que c'est les groupes plus proches à les possibles explications de comment c'était la vie des Néandertaliens. Comme je vous disais, en travaillant beaucoup l'archéologie spatiale, tant à niveau horizontal, pour voir tant à niveau horizontal comme à niveau vertical, pour pouvoir différencier les différents niveaux d'occupation et sub-niveaux, et des fois en train de faire des profils, des milliards de profils à 10 cm, 100 cm. Et maintenant, bien sûr, comme les nouvelles méthodologies nous permettent dans tous les sites, avec la géostatistique et aussi avec la photogrammétrie, la reconstruction 3D des surfaces. Et un autre point clé pour voir l'articulation de l'espace occupé des Néandertaliens, c'est la liaison qu'il y a entre chaque pièce, soit lithique, soit de fond. Et le remontage systématiquement pour chaque niveau archéologique, après l'étude typotechnologique, on fait l'étude de remontage, aussi pareil pour les restes fauniques. Donc on peut voir l'articulation, comment est-ce que les pièces ont bougé pendant l'occupation néandertalienne, mais aussi, pas seulement la lithique, c'est plus facile, non? Il y a une séquence, quand on taille,
Il a une séquence numérique qu'on peut suivre quand on trouve les remontages, bien sûr, c'est beaucoup d'heures de travail, mais aussi par rapport à l'exploitation des restes de faune qui nous ont permis de voir même les partages d'aliments entre différentes aires domestiques. Mais la clé de pouvoir avoir toutes ces données, comme je vais vous montrer, c'est le type, la formation d'origine de cette séquence sédimentaire. La touffe ou la calcaire qui nous casse à la maison, les machines à laver, les billets, toutes les choses, à nous, les choses qu'on a fait, c'est nous préserver les restes archéologiques comme si c'était au vide, comme si on achète au supermarché les jambons et les fromages au vide. Et je peux vous dire que même les foyers, quand on est en train de les fouiller, encore, c'est ça la matière organique. Donc, la dynamique de tout cet étage de notre bâtiment de la maison Néandertal, c'est toujours la même. Les Néandertaliens occupent l'abri, les urgences naturelles qui encore sont actives au village, et il fait qu'il rentre de l'eau tant pour la corniche comme des différentes urgences qu'on a dedans de l'abri, qu'il fait que ça c'est une piscine et c'est pas possible d'habiter là-bas. L'eau arrive, ça précipite. Ça, c'est un exemple que j'ai mis toujours, c'est la cascade qu'il y a à côté de la piscine municipale du village. Et encore chaque 4-5 années, il doit couper la touffe qui s'est fait. Donc, l'eau précipite, il y a des végétations, il crée cette touffe qui, des fois, il est très poreux, avec des lichens, des mousses et des feuilles. Des fois, il est très dur, c'est comme des marbres. Donc, dans les moments qu'on a ce niveau de touffe, c'est stérile. On n'a pas de restes archéologiques. Et du moment que l'activité de l'eau arrête, les Néandertaliens reviennent une autre fois et on a les niveaux archéologiques qui sont des sables et des petits clastes. Donc ça, c'est la dynamique qu'on a dans toute la séquence. Il n'y a pas notre dynamique. Tout ça qu'il y a dans l'abri, que ce n'est pas des travertins, des touffes, des calcaires, c'est apporté par les Néandertaliens. Bien sûr, les niveaux de sable sont très fins, fantastiques, on peut fouiller très bien, mais pour arriver de niveau archéologique à niveau archéologique, des fois on a même, je crois que le record c'est 4,5 mètres de blocs de travertins durs et on peut passer peut-être 2 mois à les marteaux-piqueurs. On n'avait pas les mêmes personnes qui l'avaient aidé à Amador Romani à faire les puits pour pouvoir descendre. Mais ça, qu'est-ce qui nous permet? Déjà, il y a une formation sédimentaire très rapide. Ça veut dire, on sait que on a 46 millimètres par année de formation. On a pu calculer l'état de sédimentation. Et c'est hyper chargé d'uranium. Donc, on a des datations hyper précises de chaque niveau archéologique. Chaque niveau archéologique a une datation supérieure et inférieure. Et surtout, comme je vous disais, cette fermeture au vide des restes archéologiques. Aussi parce que comme l'eau il est arrivé, les carnivores, ils n'étaient pas là-bas en train de détruire les choses parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer rien ni pour manger. Donc c'est un contexte de... Vraiment, on a beaucoup de chance. On aimerait bien que tous les sites soient comme ça. Bon, hier, il a sorti un article, on a des collègues qui ont un contexte très pareil, l'abri del Salt à Alicante, à Nature aussi, qui sont un contexte très, très similaire. Bon, on travaille ensemble parce que c'est vraiment les deux sites avec un contexte sédimentaire en des hautes résolutions comme ça, très similaire de formation. Donc, ça, c'est notre séquence. Pour le moment, on a fouillé 12 mètres. Actuellement, on est en train de fouiller le niveau R, qui est daté environ 60 000 ans. On a les niveaux supérieurs, le niveau A, daté d'environ 40 000 ans, qui appartiennent à l'Aurignacien. On n'a pas beaucoup de restes, mais ça qu'on a, à part la sépulture qui doit être chez quelqu'un ou dans le fond de quelques musées dans le monde, on pense que c'est aux États-Unis. Mais que les restes archéologiques qu'on a trouvés appartiennent à politique supérieure. Et après ça, on n'a que des occupations néandertaliennes. Pardon. Donc pour le moment, on a fouillé 18 niveaux. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu l'évolution de la fouille, parce que quand mes collègues sont arrivés dans les années 80, on avait tous les trous. Ok, d'accord, on va fouiller en extension, mais première, on doit arriver à des niveaux qui ne sont pas altérés par les fouilles anciennes.
Donc on savait qu'il y a ce que, je dirais bien, il y a ce que les niveaux J, on avait différentes tranchées, il y a ce qu'il y a environ 47 000 années, on avait différentes tranchées des Amador Romani, des fouilles des années 50, 60. Donc le premier travail, c'était très dur de pouvoir suivre. Et heureusement que tant Amador Romani comme l'équipe qui est venue après, on avait des bonnes données, mais bon, c'était un peu la folie. Moi, je suis arrivé les 95, c'est les premières années que je suis arrivé, et c'était un peu fou parce que des fois, tu pouvais être en train de fouiller de niveau. On pensait que peut-être il avait beaucoup d'erreurs et qu'on avait fait beaucoup d'erreurs parce qu'on était perdus entre tous les trous, mais quand on a fait la monographie sur le niveau J, on arrivait à trouver des remontages lithiques entre les matériaux qu'il avait trouvés à Amador Romani et les matériaux que nous, on avait fouillés dans les premières années de fouilles. Donc on a dit, bon, peut-être on ne l'a pas fait pas trop mal. Donc ça sera à partir des niveaux, ça c'est la fin, quand on arrivait à la base des niveaux J, les dernières altérées par les fouilles anciennes, et c'est à partir des niveaux K que nous, on a fouillé toute la surface. Donc même si la morphologie de l'abri n'a pas changé, c'est comme 5 globules, et la surface d'occupation s'est modifiée, surtout vous verrez, dès qu'on a descendu. Ici, j'ai fait une petite promenade par année et niveau. Ça, c'est le niveau M. Ça, c'est le niveau N, donc la base de l'abri avec notre lobule et la colonne qu'on a laissée des témoins. Mais dès qu'on est arrivé au niveau, ça a basculé complètement, l'abri s'ampliait, s'effaçait plus grand. On a dû faire rentrer presque 6 mètres, ce qu'on appelle le Stargate. Et même les dernières années, on a dû élargir un peu plus, ça c'est le niveau Q. Ça c'est l'année 2002. Je crois que c'est l'année que Sébastien il est venu fouiller, le 2002, c'est l'arbre et la pelle en bois. Et ça c'est le niveau R. Et comme je vous disais, l'année dernière, on a fait un petit sondage. On a trouvé le niveau S, bien sûr, à la même distance, comme je vous disais, qu'Amador Romani nous avait dit et qui nous a laissé dans ses notes l'année 1915. Mais ce n'est pas seulement adapté, on a dû adapter aussi à fouiller en grande surface, parce que les moments que les travertins, la touffe, elle est stérile, et il n'y a pas en façon qu'il y avait des, comme je dis, des travaux d'ingénierie et beaucoup de mains, ça c'est sûr, beaucoup de mains, de pouvoir descendre à tous ces niveaux stériles. Mais bien sûr, après, on arrive, comme vous verrez après avec des détails, à les niveaux archéologiques et on peut fouiller, comme tout le monde, ça veut dire, de normal. Mais c'est vrai que l'investissement à niveau physique et tout ça, toujours c'est très fort parce qu'on a une grande surface et des fois c'est des tonnes et des tonnes de matériaux à sortir. Aussi, on a adapté le site parce que finalement, on était très bas, maintenant on est à 12 mètres. Donc, depuis chaque certaines 4-5 années, on a dû mettre des escaliers, on a dû mettre même un ascenseur, et même maintenant, on a dû faire un tunnel pour sortir les sédiments et tout ça, parce qu'on est dans les limites des protections de risque pour pouvoir monter et descendre des sédiments dans des travaux. Mais bon, on continue et on s'adapte. Donc maintenant, on a un tunnel fantastique. Même maintenant, on peut rentrer en Dumper et tout. Non, Tamboro. En France, c'est Tamboro pour sortir les sédiments. Même si c'est nous qui les chargeons. Mais bon. Et aussi, ça nous a aidé beaucoup. Surtout parce qu'on fait les premières études de toutes les classifications, triage et tout ça, on peut le faire au site. Donc on s'est profité aussi de toute cette surface pour pouvoir, bien sûr, laver, trier les sédiments. Et ça veut dire, dès qu'on arrive à Tarragone, les matériaux, il est déjà partagé avec la gente qui tout la fond, la gente qui tout le charbon, la gente qui tout la lithique, mais bien déjà marqué, siglé, donc tout le monde qui vient à travailler, parce que ça, j'ai oublié de vous dire, même si après... Et l'abri Romani, ce n'est pas seulement un projet de recherche et de fouilles, c'est aussi une école de gens qui viennent à fouiller. Donc tout le monde fait toutes les activités, lavage, marquage, triage, fouiller, tout le monde fait toutes les activités pendant les mois de fouiller. Mais tout le monde, ça veut dire les directeurs et aussi les étudiants, donc tout le monde tourne à faire tout. Donc, à mode de conclusion, avant qu'on commence à voir qu'est-ce qu'on a dans cette séquence très, très longue, on a 42 années de fouilles, plus de 12 mètres de séquences archéologiques, 18 niveaux archéologiques,
Et comme je vous disais, il y a plus de... Quand on a fait les 40 ans, on a fait un calcul, il y a environ 1800 personnes un peu partout dans le monde qui sont participées, qui se merci à eux aussi, qu'on a ces résultats et qu'ils sont participés à la fouille. Donc si on rentre un peu expliquer comment est-ce que c'est cette maison néandertale pendant toutes ces 70 000 années d'occupation, et cette conservation très bonne des restes nous permet aussi d'avoir beaucoup de pollen. Même, je n'ai pas ajouté la photo, mais on a aussi des résultats des phytolithes. Le charbon qui nous permet, avec la microfaune et aussi la macrofaune, de pouvoir avoir une reconstruction paléoécologique très importante, surtout de cette période pas très connue dans des autres sites à la péninsule ibérique, avec un registre vraiment très fin. Et ça qu'on a vu, c'est que l'environnement était très semblable pendant toute l'occupation. On a eu 2 moments plus froids, le niveau et le niveau J, que ça correspond aussi à des tombées de la corniche, surtout le niveau J, mais que toujours c'était avec une grande influence méditerranéenne. Donc même si dans les moments très, très froids, il y a eu cette influence de la mer, donc a été un environnement semi-ouvert et pas très froid, comme des sites qui peut-être sont à 50 km, un peu plus vers les Pyrénées. Les restes de fond aussi sont très importants. Et presque dans toute la séquence, on a une diversité de taxons très grande, même s'il y a 7-4 espèces qui sont les prédominantes, et surtout les chevals et les cerfs. Et on trouve un très haut niveau de fragmentation. Comme je vous disais, il n'y a pas presque d'activité de carnivores, mais c'est très, très, très faible. On a quelques morsures et il y a 2 niveaux qui semblent que les sites il était un peu plus fermé la corniche, qu'on a même quelques coprolites de hyènes, mais normalement les 99% des marques dans les ossements sont des marques humaines. Et on trouve tous les moments d'exploitation des carcasses. Normalement, ça dépend spécialement la taille des animaux, mais des autres variables. Et des fois, certains animaux ils rentrent entiers au site et des fois, ils apportent que les parties avec plus de contenu, surtout en charne. Et des fois, comme c'est le cas des niveaux, on trouve des parties qui ne sont pas très... ça veut dire très... je ne sais pas, ça me sort le mot en anglais, ça veut dire qui n'apporte pas beaucoup de matière pour manger, comme c'est le cas de niveau R, on a trouvé 4 écrans de gros cervidés. Et maintenant, j'ai oublié d'ajouter ici aussi, dans ce niveau qu'on est en train de fouiller aux 60 000 ans, le niveau R, on a pour la première fois l'exploitation des lapins. On avait trouvé des lapins, mais c'était tout le temps... et cette fois, systématique avec les cerfs dans ce niveau, donc on doit l'ajouter ici, encore manque un peu. Et aussi, il y a beaucoup de microphones qui nous aident beaucoup, surtout à la reconstruction paléoécologique. Bon, je crois qu'il me manque encore ici quelques nouvelles espèces qui sont apparues. Par rapport à l'assemblage lithique, il y a ce que le niveau haut, on trouve des comportements très semblables. C'est vrai qu'à niveau de mobilité dans les territoires et captation et utilisation de quelle matière première utiliser ce groupe de Néandertaliens, toujours le silex, c'est la matière première plus utilisée, même si je peux vous dire que la qualité, c'est pas très bonne. Surtout, ils utilisent 7 silex qui viennent d'environ 15-20 km. Et la plus grande distance, qui normalement, ça correspond au meilleur silex, c'est le silex de la Panadella qui est à 30 km. La mer, elle est ici. Et ici, il y a des gîtes de captation de silex,
Mais on n'a pas trouvé dans les 18 niveaux et les presque 150 000 pièces qu'on a, des captations de siles qui viennent des gîtes à côté ou des gîtes côtières. Donc, on a très clair les mouvements de ces groupes, ces capellades. Ici, on aura Barcelone, ici, on a la mer. Toujours dans cet environnement autour de l'intérieur. Vers l'intérieur, jamais vers la côte. Bon, encore, comme je vous montrerai, il reste à des niveaux, mais pour le moment, non. Donc, toujours associé au quartz et la calcaire, qui les trouve juste dans la rivière Anoia, en face du site. Mais c'est surtout les siles, le matériau plus utilisé. À niveau de comportement technique, les premiers niveaux, qui déjà sont pas mal, c'était un peu pas ennuyant, mais on trouvait tout le temps les mêmes types d'assemblage. Super, parce qu'on a beaucoup de remontages, parce qu'on pouvait reconstruire même la mobilité des pièces dans les sites. Mais c'est vrai que c'était des stratégies discoïdes, très expéditives, et le but c'était toujours produire le plus grand numéro des éclats. Ici, parce que c'est très grand, mais ça c'est 2 cm. Ça veut dire qu'ils exploitent le nucléus au maximum. Et même, on a des traces d'utilisation dans des éclats d'1 cm. Pour le moment, dans des éclats très petits, on n'a pas trouvé de traces de manchement. On ne sait pas s'ils s'utilisaient à la main. On a fait quelques expérimentations. Ils sont très bons pour désarticuler à niveau des ligaments, mais c'est production systématique de petits éclats. Des petits et moyens, mais petits éclats. Et normalement, quand on trouve des éclats plus longs, c'est après que je vous montrerai, ça, c'est lié à des éclats qu'ils viennent déjà tailler, qu'ils ramènent avec eux dans les soutiles mobiles qu'ils avaient avec eux, les Néandertaliens. Il n'y a pas beaucoup de soutiles retouchés. Normalement, sont toujours des denticulés, d'encoches très simples, mais vraiment, on a je pense, 1% de l'assemblage lithique. Au niveau qui change la morphologie de l'abri et qu'on a des occupations hyper fortes, tout d'un coup, c'était le premier niveau qui est vraiment les contextes tant délitiques avec des siles de meilleure qualité qui venaient des zones plus éloignées, et il commence à apparaître toutes les pièces standardisées. L'évaluat apparaît vraiment, même si dans les autres niveaux, il avait quelques pièces un peu hiérarchisées. C'est ici que vraiment c'est un contexte qu'on peut dire associé au l'évaluat. Et aussi, on commence à trouver plus de pièces retouchées et surtout des racloirs. Donc, on a eu un changement qu'on a vu aussi à niveau d'occupation de l'espace, qu'on a vu aussi à niveau des types de foyers, qu'on a vu aussi à niveau des espèces exploitées, consommées. Donc, le niveau, il y a un changement. Encore, on pense que c'est des nouveaux groupes qui arrivent avec des autres comportements, mais on est en train de finir d'affiner un peu plus. Et après, un autre exemple semblable, c'est le niveau P, qu'on est en train, j'espère que la publication va sortir dans pas longtemps, où nous apparaît un laminaire systématique dans toutes les matières premières, même dans la calcaire, mais pas un laminaire paléolithique supérieur avec des préparations, sinon volumétrique, comme normalement on voit au paléolithique moyen, mais environ 40 000 ans, pas à 60 000 ans. Mais c'est vrai que c'était les premiers contextes et c'est vraiment systématique, même ces petits éclats, ils commencent à être des petites lames. Donc, pareil, on est en train de finir l'étude avec les remontages et tout, mais c'est seulement ces deux niveaux qu'on voit vraiment un changement à niveau de technologie, d'exploitation des animaux. Et on ne sait pas, parce qu'après, dans le niveau Q et dans le niveau R, que c'est celui-là qu'on est en train de fouiller, on revient au même comportement qu'on voit des 40 000 à 55. Donc peut-être c'est des groupes différents. On est en train de voir ça maintenant. Mais maintenant, on va à la clé, comme je vous disais, de pourquoi c'est important la brique romanie, surtout comment on a exploité toute cette information à niveau de la méthodologie qu'on avait proposée pour expliquer la vie des Néandertaliens. On a plus de 350, je crois que je dois actualiser ça parce qu'on est en train de finir une étude et presque il y a 375 foyers dans toute la séquence, avec un moyen minimum de 20 foyers par niveau.
Ça, c'est un exemple, le niveau 1 avec c'est environ, je crois que c'est 15 foyers. Mais après, on a des niveaux comme le niveau Q, où on a identifié 42. Et on a vu que c'est l'élément qui articule l'espace des activités des groupes de Néandertaliens. On a différents types de foyers, ils ne sont pas tous pareils. On a des petits foyers avec un diamètre d'environ 40-50 cm, à environ, toujours, vous verrez après, je vous montrerai un type d'analyse qu'on est en train de faire, 1 mètre 50 de la paroi, où il n'y a pas de restes archéologiques associés, et que c'est les typiques petits feux que les groupes de chercheurs-cueilleurs, ils sont dans la tête, dans les zones dortoirs. Ce sont des feux pour t'allumer, pour te chauffer, mais qui ne sont pas les grands foyers. Ah, ici, c'est le niveau Q qu'il y a et normalement tous en ligne comme ça, des petits foyers. Et après, on a des foyers structurés, je crois qu'il y a un autre. Ça, il fait environ 4 mètres carrés, où on trouve vraiment tous les restes des activités. Ça veut dire c'est les grands foyers où les groupes s'est mis tout autour pour faire les activités de subsistance normales. Et pour tailler normalement à côté, toujours on trouve les serres de taille des soutiles et les zones de processement de la faune, mais aussi c'est le centre social, on va dire, de ces groupes où ils partagent pas seulement la bouffe, mais aussi la connaissance. On a dû appliquer même et créer une méthodologie pour fouiller, pouvoir prendre le maximum des informations de tous ces foyers. Parce qu'il nous aide bien sûr à reconstruire toute cette ère domestique. Ça veut dire les centres de comment ils se partagent, comment ils s'organisent les groupes de chasseurs-cueilleurs. Ici, c'est un exemple, bon, dans les photos, jamais se voit très bien, de niveau Q. Dans cette zone structurée, on avait trouvé 3 foyers différents dans la même occupation. Et on avait trouvé même les sédiments de nettoyer d'un foyer à l'autre, juste à côté. Ça veut dire les zones que Binford il avait expliqué comme zones des poubelles et d'activités, on peut les identifier très bien. Comme vous voyez ici, ça c'est un air de taille lithique, on a les percuteurs et toutes les séquences. Et on a déjà, je crois qu'il y a 15 pièces de ça qui remontent, mais on n'a pas fini d'étudier ce matériau. Mais comme vous voyez, même les pièces de 2-3 mm, ils sont sur place. Ici, des autres exemples. Donc, en croisant toutes ces données, et surtout avec l'aide des foyers, parce que les foyers, ce n'est pas une tâche de charbon. On a le charbon, on a la son rubifiée marron, on a les matières organiques, tous les degrés. Ça veut dire, je crois qu'ici, dans ces photos, ça se voit, ça c'est vraiment... je crois que les foyers plus épais qu'on a, c'est environ 10 cm. Les mêmes foyers utilisés dans un niveau d'occupation, que je crois que ça correspond à un niveau Q. Donc, en croissant avec la répartition spatiale pour voir où il y a les matériaux, où est-ce qu'ils sont placés les foyers, les remontages, tant à niveau horizontal comme vertical, nous permet de reconstruire toutes ces zones domestiques. Bien sûr, dans des niveaux qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux et qu'on a des vides, c'est très facile. Dans les niveaux où on a beaucoup de matériaux, on tarde beaucoup, mais finalement, on arrive à, même si au début, comme les niveaux que j'ai montré avant, c'est tout en tache noire, on arrive à identifier les différents feux individuels. Mais aussi, comme je vous disais, les foyers, et après, comme vous verrez, les restes en bois, nous, ça permet, ça s'est publié, d'identifier ces zones dortoirs. Dans les cas de niveau N, vous voyez ici les petits foyers, comme je vous disais, normalement toujours à 1 mètre et demi de la paroi, avec la même presque distance entre un foyer et un autre. Et juste tout autour de ces petits foyers, normalement, on trouve des phytolithes et des pollens des herbes. Des herbes qui, normalement, ce n'est pas les lichens et les mousses qu'il peut avoir dans l'abri, sinon c'est comme s'il préparait des petits lits. Et on a surtout les phytolithes, il nous a donné beaucoup d'informations. Ça, c'est les niveaux N. En plus,
ce niveau, c'est un niveau de vraiment très court durée. Je crois qu'on a 500 restes et 300 mètres carrés, 60 restes, pas beaucoup de fonds. Et on avait trouvé cette branche très longue. Ça, c'est un négatif en bois, je vous montrerai après. Donc, qui nous soutenait un peu entre tous les feux et quelques trous bizarres qu'on pensait qu'on a dit non, mais, ouais, ils ne vont pas faire un cabane. Hein. Ah, pardon, que je me suis avancé. Pardon. Ils vont pas faire un cabane dans l'abri. Ils sont un abri super avec la corniche. Donc ça, c'était la première fois on l'avait vu. On a fait une expérimentation. On a cherché des branches des mêmes dimensions. On a calculé où il y avait les trous. Et vraiment, on pense, c'est déjà publié, qu'ils étaient en train de faire des... Je ne sais pas comment c'est dit en français, les paravents dans les sites. Ça, c'est un exemple très clair au niveau N, 47 000, si je ne me trompe pas, 48 000. Et après, on a vu aussi dans les niveaux Q et dans le niveau R qu'on est en train de fouiller, ces trous, juste dans la partie plus profonde de l'abri, comme pour protéger, et que dans les cas de niveau N, on sait clairement que ça correspond à son dortoir. Et dans les cas de niveau Q de niveau R, on est en train de voir parce que vraiment, il y a... Ça veut dire que ça couvre tout, même les grands foyers avec les aires d'activité. Mais aussi, on est en train de faire maintenant tous les nouveaux étudiants qui sont super doués avec la statistique, avec l'aide d'un des directeurs qui est géarchéologue. On est en train d'appliquer certains types d'analyses de géostatistique pour calculer faire un calcul, maintenant qu'on calcule tout et on utilise le machine learning et tout, pour voir combien de gens ils pouvaient être en train d'être dans l'abri par niveau d'occupation par rapport au foyer. Donc on a testé, pour le moment, ça c'est un travail de master, on a testé au niveau haut, daté d'environ 55 000 ans, et sans compter les enfants, on pense que les enfants sont liés et qu'ils dorment normalement comme dans les groupes des chasseurs-cueilleurs avec les parents, soit la mère ou soit les pères. On a un numéro minimum que ça correspond aussi par rapport au foyer et comme vous voyez les trous disponibles par rapport à ce type de petits foyers d'illumination et que ça se correspond au numéro qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs maximum, ils sont maximum 20-25 personnes pour pouvoir maintenir en tous les groupes. On est en train de tester, et c'est en cours aussi la publication, mais on a les premiers résultats. Et bien sûr, l'autre grand reste archéologique, même si, comme je dis, on a presque 300 000 restes archéologiques de fonds, lithiques et tout ça, c'est les bois fossiles. Et les pins, c'est l'espèce dominante dans tous les registres anthropologiques. Il y a aussi des genéviers qu'on a trouvés dans deux des sous-îles qu'après je vous montrerai. Mais normalement, c'est les pins. Ils utilisent pour les foyers les bois sèches et pour les sacs qu'on a vus comme utiles, on est en train de finir de voir, mais ça change, peut-être c'était des bois frais. Ils nous apparaissent sous deux formats. Soit le négatif, ça veut dire le carbonate calcique, il va couvrir les restes de bois, les bois, il va pourrir, il nous reste les négatifs. Ça, c'est un reste de 3 pieds à côté d'un foyer, ça, c'est un amas de bois à côté d'un foyer aussi, mais comme combustible, un arbre. Mais aussi, on a des positifs. Ça veut dire que quand le bois il est brûlé, on trouve exactement la pièce de bois, et ça dépend des types, si c'est un outil ou si c'est des éléments de structuration, comme on verra. Donc, le bois, ajouté à la répartition spatiale des restes archéologiques, ajouté à l'occupation de l'espace et les foyers, nous permet aussi d'ajouter des éléments pour connaître comment les Néandertaliens non structurent l'espace. Ça, c'est le trépied que je vous montrais avant. Ça, c'est un gros planche qui est séparé aussi de zones d'activité ou les possibles bois de paravent que je vous montrais au niveau N.
Bien sûr, comme je vous disais, des réserves de bois pour les foyers. Ici, il y a quelques exemples. C'est vrai que les photos ne se voient pas bien. Ici, on a un arbre complet. Mais aussi, on a des artefacts en bois. Et ça, on est aussi en cours de publication. Ça, c'est la reconstruction 3D. Ici, vous pouvez voir qu'on pense que c'est impossible et puis pour les dimensions, pour les fractures de la pointe. On a que les négatifs, mais maintenant, on peut faire les positifs avec surtout la photogrammétrie et la reconstruction 3D. On a, me manque en photo, je pense que je l'ai mis, on a 3 espèces de plateaux. Vraiment sont travaillés, surtout il y a un qui a une concavité et comme il était complètement brûlé, on a conservé toute la pièce naturelle. On a des bâtons à fuir un peu croisés, des fois ce sont des trucs pointus, des fois ils sont à notre morphologie. Et ça c'est notre objet étoile que Sébastien il est en train de fouiller quand on l'a découvert. Comme vous pouvez voir, c'est une espèce de pelle. On est en train pareil, de finir les études de tous les outils en bois, mais avec une morphologie vraiment, ça c'est pas naturel et on sait très bien que c'est anthropique. Et des fois, même dans les négatifs, on peut voir la trace des outils qui sont travaillés les bois. Et je vais courir un peu. Donc, avec toutes ces données mises ensemble, si on voit dans la séquence de tous ces 18 niveaux d'occupation, on a vu très clair qu'on a des occupations de longue durée, que bien sûr, même si on arrive à différencier tous ces moments et événements d'activité, encore il nous manque certaines données, et maintenant avec la géostatistique, on est en train de jouer avec ça et différents types, surtout associés à la faune, pour voir si vraiment est-ce que les groupes étaient très, très grands. Ou, parce qu'on sait, il y en a des exemples, même à 400 000 ans à Dolina, au niveau des 10, des moments d'agroupement des groupes de chasseurs-cueilleurs néandertaliens pour différents événements de chasse et aussi, comme on sait très bien, pour échange génétique. Sinon, les chasseurs-cueilleurs, l'endogamie, il peut finir avec les groupes. Mais que vraiment, comme vous voyez, pas seulement pour les numéros des restes, sinon pour la complexité de la structuration de l'espace. Et après, des occupations de courte durée très claires, comme le niveau E, le niveau I, vraiment, avec pas beaucoup de restes, seulement un impact, des foyers très clairs, pas de superposition. Donc, vraiment, on a cette alternance un peu dans les temps, dans la séquence. Ici, très rapide, un exemple, le niveau I encore, il était affecté pour les fouilles anciennes, mais on arrivait à réussir à voir un peu tout ça que vous voyez avec des lignes, c'était les interventions anciennes, mais à identifier des certes d'activités sur ce foyer. Ça, c'est le niveau N qu'on a vu avant. Ici, vous pouvez voir en détail de leurs détails. Vraiment, ça c'est 100 cm, donc vous pouvez voir les petits débris, mais on avait même les trous de la personne qui l'avait taillé. Et après, le niveau compliqué, comme je vous disais, il y a beaucoup plus de travail avec toutes les projections horizontales, verticales, pour essayer de déchiffrer même la direction de remontage, si cette pièce a été taillée ici. Par exemple, ça c'est les mêmes blocs. La première partie a été taillée dans un son de l'abri et à 20 mètres plus bas, ils ont fini de produire le reste des éclats. Après, ils ont bougé les pièces entre une aire d'activité et une autre. Et même, par exemple, dans les cas de niveau J, on l'a vu aussi, ce mouvement, il partage des différentes parties anatomiques qui nous fait parler aussi des partages d'aliments dans des différentes zones d'activité très claires qu'on avait identifiées. Donc, pour presque conclure, Amador Romani n'avait pas arrivé à la fin. Il avait resté à 20 mètres. Donc, nous, on a dit, OK, on va voir où est-ce qu'il y a la fin de la séquence de ce site. Donc l'année 2010, on a fait un sondage avec une machine. Le maximum qu'il donnait, c'était 30 mètres. Et on n'a pas arrivé à la fin. Mais quand même, on a fait une datation à ces 30 mètres. Parce qu'on était presque à 50 mètres. Et on a obtenu une datation de 110 000 ans. Il est publié. Et
c'est là-bas, on a dit, OK, d'accord, toutes ces petites lignes rouges que vous voyez dans tous les sondages, ça nous montrait des moments avec des restes archéologiques. Donc, il y en a 70 000 ans d'occupation des Néandertaliens dans le site. Mais, comme on n'avait pas arrivé à la fin, on a fait 2 sondages de plus et on a touché la zone paléozoïque et la fin de l'abri, ça veut dire la fin de la séquence de Tufa. Il y en a 51 mètres. Parce que 50 mètres, il y a des niveaux archéologiques. Donc, on a du travail pour beaucoup de générations. Beaucoup. C'est clair que tu peux partir en retraite là-bas, ça c'est mieux de retraite ici, mais vraiment, il reste beaucoup de travail à faire. Donc, une petite image de notre super Prade qui nous avait fait des reconstructions pour les moments de longue durée, comme je vous disais, avec peut-être des groupes grands, des moments de regroupement de groupes, ou des moments avec plus petits groupes, ou même des moments de chasse. Et pour conclure un peu toute cette activité au résumé, qui bon, je ne vais pas me répéter une autre fois, seulement vous rappeler, comme je vous disais, qu'on a plus de 300 000 restes archéologiques, que c'est un site clé pour comprendre la pyrotechnologie et le contrôle du feu. Bien sûr, tout ça, merci le travail, la fouille de tout le monde, mais aussi à la conservation. Donc, on est capable de savoir que ça contrôlait les feux parfaitement, les différents types de feux. J'ai oublié de vous dire que ce n'est pas seulement les petits et les grands, il y avait des pierres, il y a des feux qui sont seulement pour fumer. Il ne fait pas des bras, il met des pierres, donc les Néandertaliens contrôlaient complètement le feu. Et bien sûr, on a tous les airs détails et surtout aussi, même si malheureusement dans des autres sites, même si on a des exemples, la technologie en bois, c'est indispensable dans ces groupes humains. Et aussi toute la vie sociale, ça veut dire l'articulation entre différentes aires d'activité, que c'est les aires d'activité de subsistance, mais aussi sociales. C'est le lieu, les Néandertaliens, ils peuvent partager l'information avec les enfants, les membres du groupe plus âgés, ça veut dire c'est comme on voit à niveau ethnographique, c'est le lieu de rencontre, d'apprentissage et de vie aussi de ces groupes. Et bien sûr, même si encore il y a des gens, même si chaque fois on trouve plus de sites et plus de témoignages de ces complexités néandertaliennes, il y a des gens qui encore pensent que les Néandertaliens sont une espèce inférieure. Je crois que ça, c'est un des beaucoup d'exemples qu'on a dans les sites néandertaliens pour dire que on a vraiment des comportements très, très, très semblables, sinon pareil avec les Homo sapiens. Donc, pour finir, bien sûr, merci parce que je suis là, mais derrière moi, il y a une grosse équipe de chercheurs, des vieux comme moi, des jeunes, et surtout toute la gente qui a passé par là, participé à la fouille, parce que c'est vraiment très dur, même si je crois qu'on s'amuse bien et on travaille bien, mais c'était vraiment très dur. Et bien sûr, à tous les fonds de financement qui nous permettent de continuer depuis 40, cette année sera les 43 années de fouilles ininterrompues. Et merci de votre attention à tout le monde. Je t'attends, non? Je crois. Oui. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Et bien sûr, si vous voulez venir visiter les sites, même les mois d'août, du 7 au 26, on est là. C'était le samedi, vous pouvez venir quand vous voulez, nous voir en plein travail. On est capillades. C'est 3 heures d'ici? 4? Non, un peu plus. Ah oui, non, 4. Parce que aujourd'hui, les voyages, ça fait un peu courte. Donc, je ne sais pas si vous savez quelques questions. Oui. Vous avez parlé des matières primaires qui étaient prises dans certains gîtes et pas dans d'autres. Est-ce qu'il y a par rapport aussi à la comparaison avec d'autres sites archéologiques, des détails sur les échanges qu'il y a pu y avoir entre les groupes? Exactement ça pour la médiation. Par exemple, vers les sites côtiers, non? On n'a pas des silets qui sont utilisés, que même si, je ne sais pas si on peut parler d'échange vraiment pendant ce moment-là. Il y a certains sites qui parlent, mais par exemple, avec les sites de Teixoneras, qu'il est à environ 40 km et qu'il est dans cette zone de captation,
on est en train de finir une étude aussi avec des modèles par rapport à où ils se localisent les matières premières et surtout parce qu'il y a certaines séquences de pièces que c'est exactement les mêmes silences qu'on a dans la Roumanie et que dans les cas des sites de traditionnels sont des moments de très courte durée et tous les matériaux bien taillés, qu'il y ait soit un possible point en liaison à un site plus logistique comme la Roumanie et que des autres sites autour, il puisse avoir un mouvement des mêmes groupes. Mais pouvoir parler d'un échange, comme on voit dans des autres chronologies, nous, on n'a pas trouvé encore. Mais c'est clair qu'il ne bougeait pas vers le nord-est, nord-est. Il allait toujours vers l'intérieur, suivant la dépression de l'Èbre. On n'a rien qui peut nous montrer qu'ils allaient vers l'autre. Ou qu'ils soient des... Bon, non, mais il ramènera des outils avec eux. Parce que même... Comme on est tous les matériaux, on a fait les remontations, c'est les pièces qui sont venues déjà taillées et c'est les mêmes silès qu'ils sont allés chercher. Il n'y a pas de silès exotiques ou différents. Non, on n'a pas. On pense que vraiment c'était environ 30-40 km de là-bas, qu'on a beaucoup de sites tout autour en néandertalien et très proches, qui s'est bougé cette population. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a une super montagne incroyable, que ça devait être un lieu clé pour tous les groupes humains pour aller tout autour, que c'est Montserrat. Et c'est vraiment un truc au milieu. Maintenant, on a beaucoup d'activités humaines, mais ça, c'est juste tout autour, on a des sites néandertaliens. Donc, c'est bon. Hein? Ouais. Oui, peut-être l'arrivée, c'était mieux que maintenant, hein, parce que maintenant, c'est horrible. Mais moi, tu peux pas même t'approcher, mais... J'ai deux questions, une qui complète la première, sur la matière première. Là, du coup, effectivement, on évoque un apport centripète finalement sur le site de la Roumanie, d'autres gisements de matières premières. Donc, effectivement, on apporte de la matière. D'ailleurs, on l'amène sur le site en produits finis, déjà taillés. Mais est-ce qu'on voit des éléments en centrifuge, justement, où les éléments taillés de la Roumanie, de la matière première locale, circulent, elle sort de la Roumanie et va sur d'autres sites? Bah, ça c'est sûr, parce que on a les séquences, il y a des remontages que j'ai monté, mais je crois qu'elle l'a vu. Et on a des séquences presque complètes, mais il te manque des pièces. Donc elles sont ailleurs. Donc normalement, on sait qu'il y a des choses qui viennent, que ça ne correspond pas, qu'on ne peut pas les remonter, et que ça ne correspond pas à qu'un des groupes de matières premières qu'on a fait. Mais par contre, quand on a les remontages, il y a des pièces qui manquent. Et des fois, il nous manque le nucléus. Parce qu'on sait aussi que certaines des pièces qui sont rentrées, ce n'est pas seulement de ces classes, c'est des nucléus déjà. Ça veut dire qu'il manquait 2, 3, 4, je ne sais pas, 5 éclats, il les abandonne là-bas. Donc il y a un mouvement, et ça c'est aussi rentrer dans la thématique des pièces mobiles, c'est quoi un racloir qui n'a... Non, une pièce mobile c'est un éclat, c'est un nucléus, donc on voit que oui, il ramenait des choses, il taillait des choses, il s'apportait des choses. Et ça on le voit dans tous les niveaux, soit en contexte plus, on va dire, hiérarchisé, soit des expéditifs, c'est pareil. Après, vous avez parlé d'exogamie. Est-ce qu'on peut penser que justement les mouvements exogamiques permettaient ces échanges de matière Bah, je sais pas, mais on porte pas un couteau dans notre poche aujourd'hui. On y avait d'autres à une époque. Est-ce qu'on peut penser que ça existait de la même manière? Oui, mais on n'a pas vraiment quelques trucs exotiques. Parce que, par exemple, ces silès de très bonne qualité, et on a des séquences entières, il a des galets, ça veut dire qu'on a... Et on n'a pas trouvé, on a 2-3 fragments d'un minéral un peu bizarre, qu'on pensait que c'était utilisé pour faire des feux, mais qu'on n'a pas trouvé de traces. Même mais c'est pas, pour le moment, c'est pas. Peut-être, et à n'importe où d'autre, il peut être l'écran des cervidés qu'on a trouvé ces 2 dernières années. Parce qu'on n'avait pas jamais trouvé des crânes entiers, en plus des mâles âgés. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Je poursuis effectivement avec la deuxième question. Je reviens sur la grande crise finalement chronologique que l'on voit de la Roumanie, qui n'est pas finie, clairement. Ah non, ça va. On voit qu'il y a encore de belles découvertes à faire. On
voit une grosse phase finalement d'occupation avec différents groupes, mais avec une ambiance sociale, techno-économique relativement similaire, avec des plutôt petits produits finalement. Et on ne retrouve pas de gros modules du coup effectivement sur ces espaces, pas de partie corticale, donc le bloc on va dire épeler, on n'a que ces produits finis. Non, on a aussi des fois, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très grands. Première, les siles plus utilisés, il y a des néocortés. Et seulement, je crois qu'on a 2-3 variétés qui ont un peu de cortés naturels. L'autre, c'est néocortés, ça veut dire que c'est des morceaux angulaires, des fragments angulaires qui tombent et qu'ils trouvent, on sait, en position secondaire. Et des fois, on a trouvé des grands modules qui sont apportés. Bon, le dernier exemple, c'est un bloc de quartz. Et c'est juste en face, le quartz. C'est la montagne qui est en face du site. Je sais pas. Je pense que c'est un truc pour s'asseoir, parce qu'en plus, le quartz, il est très mauvais. Mais ça fait 7-8 kilos. Mais normalement, les séquences plus complètes entières qu'on a, soit avec du cortés, soit avec des néocortés, les blocs ils sont comme ça. Je crois que le niveau M, il est comme ça. Et maintenant au niveau L, peut-être un peu plus, mais pas des modules plus grands que ça. Mais déjà, même si tu les trouves en position primaire, ils ne sont pas très grands, parce que normalement, ce sont des bandes de silés, et ce sont des galettes très petites encassées dans la calcaire. Et plus on descend finalement, donc il y a une autre ambiance qui apparaît au niveau haut. Oh, ouais. Des productions plus massives avec le Valois Ouais. qui intervient. Donc c'est effectivement une belle industrie néandertalienne bien connue en termes de concept de taille. Et en dessous, plus ancien encore, on est à 60 000 et là on a du débitage laminaire. C'est un compte. On sait que les néandertaliens ils ont 4 types de... Est-ce qu'on a la séquence à l'envers? C'est ça que je dis toujours, on a la séquence à l'envers. Moi, dans ma thèse aussi, j'avais étudié matériaux français. Je disais, non, mais on a la séquence à l'envers. Parce que normalement, c'est laminaire, on le trouve à partir de 40 000 ans, peut-être 45, même la péninsule ibérique, partout, tu as ce type de laminaire volumétrique et tout ça, à partir de 40 000 ans. Et nous, on l'a là-bas. La fond, la même, l'environnement, on ne sait pas. Pour le moment, on est en train de finir, on a fini les remontages, on est en train de finir la publication, mais on ne sait pas expliquer pourquoi nous, on a ça à 60 000 ans. Et juste pour clôturer, du coup, on n'est pas sur un épisode très court, si on le voit effectivement, on est sur une situation finalement qui est relativement longue sur cette période. Bah oui, parce qu'en plus, c'est pas un niveau avec quelques pieds, ça y est. Hein. Ça veut dire comme le niveau N que tu vois, le niveau I, que c'est un groupe qui est venu, il était là-bas, c'est pas une semaine, et ça, il est parti, non? Le niveau P, on était là-bas. Sur un aérolien 10. Je sais pas. Mais on n'a pas de pointes. C'est le monde de l'âme. Donc, mais c'est vrai, je sais pas, je dis qu'ils sont très bizarres. C'est pour ça qu'ils revenaient tout le temps. Je sais pas, mais c'est vrai qu'on a la séquence à l'envers. C'est. Donc. Et donc, actuellement, sur les autres sites, il y a des pointes aussi. Voilà. Non, plus que pointe, c'est que cette taille comme le pré-laminaire qui après au paléolithique supérieur passe à être le type de taille plus semblable. Donc, normalement, dans les restes des sites néandertaliens, tu les trouves à partir de, ou plutôt 45 000, je crois. Mais ici, on n'a pas dans cette date-là, mais est-ce que quand on a commencé à fouiller ce niveau, on a dit ah bah ça c'est bon, tu peux obtenir quelques lames, est-ce que non, mais même on a un toolkit, que ça normalement on doit apparaître l'article déjà, et cette lame rouge qui sont en manché, qui sont des traces d'utilisation, et il est comme ça, hein, il est comme ça. Et c'est un groupe de 12 pièces de cette siles rouge qui viennent des mêmes lieux que les siles plus utilisés, mais c'est une formation très cachée. Il n'y a pas même un débris comme ça. C'est un lot de pièces qui sont ramenées avec eux. Il y a 12 pièces. Le plus petit, il est comme ça, le plus grand, il est comme ça. Tous avec des traces d'utilisation. Je crois que des 12, il y a 6 avec des traces d'utilisation et 2 de manchons. Je sais pas. Je sais pas, mais. Parce que bon, on n'a pas de restes humains. Pour le moment, non. Même un petit dent de
Ah, pardon, qu'il y ait quelqu'un qui veut me faire une question, il fait longtemps. Excusez-moi. Si on, par exemple, on creuse une piscine et qu'on trouve l'os ou un squelette, un truc comme ça, qu'est-ce qui va se passer après si elle arrive au musée et que c'est une pièce rare, qu'est-ce qui va se passer après? Bah, les premières choses, si tu trouves un trou dans ta piscine, tu habites ici, tu dois prévenir au musée que tu as trouvé quelque chose. Parce que ton problème, c'est que tu ne veux pas que tu fasses un trou dans ta piscine et la faire plus grand. Non, normalement, tu dois prévenir, quand on trouve des choses, on doit prévenir, on dit, on a trouvé ça, est-ce que ça c'est vraiment un truc ancien? Non. Après, les spécialistes regarderont et peut-être tu as un site chez toi que tu peux fouiller. Mais on est là. S'il y a quelque chose dans la Bah ouais, c'est pour ça. n'hésitez à venir nous voir, nous. Et après, ça dépend, peut-être tu peux élargir et faire un piscine comme celle-là. Il n'y a aucun reste humain, Non. à part celui qui a été égaré. À part ce qu'il est égaré, ouais. Et non. Et comme je vous expliquais, tous les sédiments passent. Ça se tamise tout, donc et même les choses qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on n'a pas trouvé des dents des enfants, des dents de lait. Parce que normalement, dans les sites d'occupation, tu ne vas pas trouver une sépulture. Je ne sais pas si je me trompe, mais il n'y a pas un site d'occupation qui a une sépulture. Mais à moins les dents de lait, on devrait les trouver. Parce qu'en plus des occupations qu'on sait qu'il y a des groupes et non. Ils allaient au dentiste, je ne sais pas. Oui, peut-être les petites souris. Je ne sais pas, comme on a telle quantité de... Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon, je sais pas. Peut-être on aura j'espère que la prochaine surprise, c'est pas égaré, mais merci. Encore effectivement une énorme puissance radiative Ouais. qui va probablement laisser effectivement de très belles surprises, avec peut-être des restes humains, peut-être sépultures. Ouais. Merci Réma. Merci. Présentation. Merci à toutes et à tous donc d'être venus ce soir. Maintenant, effectivement, pour poursuivre, et avant d'attaquer le repas, la buvette et également le concert, je vous propose un petit verre de convivialité dans l'espace de cafétéria où on retrouve effectivement Réma également pour pouvoir un peu échanger de manière un peu plus en off sur tous ces néandertaliens au-delà des Pyrénées. Merci à vous. Merci.